Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nyon Région Télévision version 3.0. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente rentrée. Nous sommes heureux de vous retrouver depuis nos nouveaux studios au Centre Média de Gland. Dès à présent, votre chaîne régionale vous invite pour un rendez-vous quotidien qui retrace l'actualité politique, culturelle et sportive. Voici les news de ce lundi 24 août. La rentrée scolaire a sonné pour plus de 126 000 élèves et plus de 13 000 enseignants vaudois. Une rentrée scolaire sous le signe du Covid-19. Port du masque obligatoire ou non, qu'en est-il du côté de l'établissement primaire secondaire de Nyon-Marans? On en parle avec le directeur du gymnase, Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cécile Marel, conseillère d'État chargée du département de la formation, souhaitait une rentrée aussi normale que possible. Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez vécu? C'est une rentrée très singulière. Normale peut-être pour les élèves qui n'ont pas l'obligation de porter le masque, mais pour ceux qui ont dû venir avec le masque, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Inhabituel aussi, même si on a dû mettre en place dès le 11 mai des mesures sanitaires. Elles ont été allégées à un moment donné, elles sont renforcées aujourd'hui. Donc non, il y a un certain nombre de changements. Port du masque ou non, on le disait justement en titre, quelles sont les directives dans l'établissement ? Alors, pour faire simple, tous les élèves doivent porter le masque lorsqu'ils se déplacent en transport public. Ça veut dire typiquement que pour l'établissement de Nyon-Marans, il y a des élèves de Nyon qui pourraient habiter à plus de 2,5 km et pour lesquels un masque devrait leur être donné s'ils utilisent les transports publics. Tous les élèves de Prangin qui sont également scolarisés dans notre établissement utilisent les transports publics, donc ils doivent porter le masque, quel que soit leur âge du moment qu'on prend les transports publics. Et puis pour les élèves qui sont en classe de raccordement, donc ce qu'on appelle les 12e années, c'est une décision récente en fait. Ils ont l'obligation de porter le masque comme les élèves du gymnase, comme les élèves d'école professionnelle. Et donc eux, au quotidien, pour toutes les leçons, ils porteront le masque. Et puis pour les enseignants, ils doivent porter le masque dans les locaux communs, donc c'est-à-dire salle des maîtres, les couloirs, la récréation, lors de la surveillance. Mais ils n'ont pas l'obligation de porter le masque pendant qu'ils dispensent leurs cours si la distance d'1,50 m est respectée avec les élèves. Donc ce matin, pour moi, la grande information ou la grande demande que j'ai adressée à tous les élèves, c'est les enseignants feront un maximum pour maintenir une distance d'1,50 m, mais on vous demande, vous aussi, de faire ce même effort. On sait que dans les déplacements, ce n'est pas toujours facile. Donc on est particulièrement vigilant par rapport à ça. Pour faire simple, donc on entend qu'il y a quelque chose de compliqué, un effort à faire. Donc comment est-ce que vous avez mis tout ça sur pied? Comment est-ce que vous avez préparé cette rentrée qui s'annonce un peu compliquée, si je vous comprends bien? Bon, disons que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de choses avaient été mises en place lors du retour en classe le 11 mai dernier. Donc en fait, on a maintenu au sol les scotch qui montraient les 1,50 m de distance. On a maintenu ce genre de choses. On a maintenu les distributeurs de solutions hydroalcooliques. Dans toutes les classes, il y a donc des vaporisateurs de solutions hydroalcooliques pour que l'enseignant puisse désinfecter. Donc tout ça avait déjà été mis en place et on l'a maintenu. Maintenant, il y a eu des informations qui ont été faites par le département. Donc les parents ont reçu la semaine passée une information. Cette information disait clairement que les élèves devraient porter un masque pour les transports publics, les élèves de classe de raccordement devraient porter un masque, que ces masques sont à charge des communes pour les trajets, pour les élèves de RAC, c'est à charge du canton. Enfin, tous ces éléments ont été expliqués. Et donc, on a simplement informé les parents via le courrier. Ce matin, j'ai informé les élèves via une conférence que j'ai chaque année avec l'ensemble des étudiants. Ça a été fait également avec les enseignants la semaine passée pour préparer la rentrée. Des documents ont été édictés, le site internet est mis à jour régulièrement par rapport à l'évolution sanitaire. Et puis j'ai aussi sensibilisé les jeunes qui sont récemment rentrés de vacances de pays à risque. On n'est pas certain malheureusement que tous les jeunes ou tous les parents aient conscience qu'il y a une quarantaine obligatoire. Donc on a demandé à tous les élèves d'où ils venaient, etc. Et puis on essaie d'avoir des discussions, on va dire, plus personnelles avec ses parents pour expliquer que les enfants doivent rester en quarantaine s'ils arrivent de ces pays. J'imagine qu'il a fallu avoir également d'autres discussions plus personnelles, convaincre certaines personnes. Comment est-ce que ces mesures sont justement accueillies du côté des parents, des élèves, des enseignants ? Alors,
J'ai eu quelques courriers de parents inquiets. Je trouve ça tout à fait logique, légitime. On vit tous de manière un peu différente cette crise. Certains, j'expliquais qu'il y a un tiers pour lequel c'est pas très important, il y a un tiers qui pense qu'il faut prendre des mesures, il y a un tiers pour lequel c'est très important, puis il reste quelques bribes de part et d'autre qui sont les extrêmes, dont on ne doit pas se moquer parce que c'est vrai que c'est pas rationnel. Donc on essaie de prendre au sérieux tout le monde. Je vais être honnête, le port du masque, ce n'est pas forcément quelque chose de pratique et d'agréable que tout le monde supporte. Donc, je peux imaginer que certains disent « je ne veux pas le porter ». Alors, on a une situation, ces gens resteront à la maison. À l'inverse, il y a aussi toute une série d'élèves qui n'ont pas l'obligation de porter le masque, mais qui le portent malgré tout parce qu'ils vivent avec des personnes qui peuvent avoir une maladie chronique ou qui sont jugées vulnérables. Et donc, il a fallu expliquer vraiment aux élèves le respect qu'on doit avoir par rapport à ces situations particulières. Des situations particulières, mais une rentrée scolaire en présentiel. Tous les élèves sont de retour en classe. Quels sont les objectifs en matière d'éducation? Alors, ce qui est certain, c'est que le travail à domicile a montré l'importance de l'enseignant qui est devant la classe en présentiel. Donc l'école à la maison, c'est pas pour demain? Non, c'est pas pour demain. Malgré tous les outils informatiques et techniques, la technologie qu'on a à disposition, qui a d'ailleurs beaucoup aidé, on se rend compte que les élèves qui étaient en décrochage scolaire le sont encore plus. Donc il y a tout un travail qui va devoir faire d'un point de vue pédagogique maintenant pour renforcer, pour reprendre une partie du programme en présentiel. Des moyens importants seront mis en œuvre pour aider les élèves en difficulté. Et puis pour tous les autres, il y a le programme qui se poursuit avec un cadre général de l'évaluation, qui est donc le document cadre qui donne toutes les informations liées à l'évaluation. Ce cadre a évolué avec moins de tests, avec une part pour l'examen de certificat qui va passer d'un tiers à 20%. Mais en gros, on nous demande de faire moins d'évaluation et de passer plus de temps à travailler et à, on va dire, consolider certaines notions, puisque certains élèves sont en difficulté. Et pour ces élèves qui sont en difficulté, justement, qu'est-ce qui est mis en place? C'est-à-dire plus d'heures de scolarité, des enseignants qui sont mis à disposition en particulier. Qu'est-ce qui est mis en place? On aura des appuis, on aura beaucoup d'appuis parce que les situations sont souvent très ponctuelles, très personnelles. Donc si on a un groupe d'élèves dont on constate véritablement qu'il y a un manque sur l'ensemble d'un chapitre, on va évidemment rassembler pour essayer d'être rationnel au niveau des moyens. Mais on se rend compte aussi que, notamment pour les élèves allophones, pour les élèves qui ont des difficultés plus importantes, pour certains dont on peut même déceler certaines pathologies, qui relèvent de l'enseignement spécialisé à une certaine époque, puisque maintenant, en fait, tout est intégré, eh bien, ces élèves-là auront des appuis spécifiques avec des gens qui sont à disposition, enfin, qu'on a prévus, et qui feront de l'enseignement presque 1 à 1 dans certains cas. Une rentrée marquée également par l'augmentation démographique du nombre d'élèves dans l'obligatoire. Est-ce que là, le canton a prévu d'ouvrir 69 classes supplémentaires? Là, dans votre établissement, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a des classes supplémentaires ou non? Oui, par rapport à l'année passée, il y en a 3. Alors, il y en a 3 pour une trentaine d'élèves. Donc, on n'a pas fait 3 classes de 10, évidemment, mais certains effectifs étaient relativement conséquents, donc on a pu abaisser ce nombre moyen. Et puis, 30 élèves sur 900, c'est beaucoup, hein, c'est un peu plus de 3%. Donc, c'est une augmentation importante. On a la chance de bénéficier de locaux, parce que c'est aussi ça le challenge. Et pour l'instant, ça se passe bien. Mais oui, l'augmentation, on va dire qu'on retrouve dans le canton, elle se retrouve tout à fait dans la région lyonnaise. On a d'ailleurs un taux de développement démographique tout à fait significatif, voire plus important que la moyenne cantonale. Conclusion rapide, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année scolaire? Que les élèves entrent dans le bâtiment scolaire avec le sourire. À découvrir derrière le masque ou non. Gérard Produit, directeur de l'établissement secondaire de Nyon-Marans. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et en sport, on débute la semaine avec un reportage en images. C'est du côté de Rolle que la caméra d'NRTV s'est jetée à l'eau, puisque ce week-end se déroulait le 5e rassemblement des bateaux de jauge classique. L'occasion pour les amateurs d'apprécier quelques voiliers emblématiques du Léman.
Les Riverolloises ont accueilli ce week-end une partie du patrimoine lémanique à l'occasion du 5e rassemblement des bateaux de jauge classique. Jean-Philippe Mayra, vous avez commenté la parade qui a vu défiler de nombreux bateaux aujourd'hui. Quel genre de bateau est-ce que le public a pu voir? Alors, le public a pu admirer, j'espère en tout cas, une flotte de bateaux de régate anciens. C'est-à-dire que depuis la fin du 19e siècle, de nombreuses séries de bateaux, de nombreuses classes de bateaux ont été introduites sur le Léman ou inventées même sur le Léman. Et certaines de ces séries naviguent toujours en série, elles sont toujours d'actualité, d'autres ont été un peu abandonnées, mais de nombreux navigateurs conservent ces bateaux anciens dans leur état, ou en les restaurant, ou en les modernisant, enfin il y a plusieurs écoles. Et donc le but de cette régate, c'est de réunir des bateaux de course anciens pour expliquer ces séries, ces jauges qui sont un peu compliquées à comprendre comme ça, sans explication. Justement, c'est le 5e rassemblement des bateaux de jauge classique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une jauge pour les nuls? Alors, la jauge pour les nuls, c'est un petit peu compliqué en apparence, et même quand on le connaît. Une jauge, c'est une formule, c'est une fraction, la plupart du temps, dans laquelle on fait intervenir différents paramètres du bateau, différentes dimensions, la longueur, la largeur, la surface de voile, le déplacement, donc le poids, etc., ou même l'âge du capitaine. Et le quotient, donc le résultat de cette fraction, doit donner un chiffre. Et c'est ce chiffre qui dit dans quelle série les bateaux naviguent, en fait. Pour simplifier, je dirais que dans ces formules, on met toujours ce qui fait avancer les bateaux, c'est-à-dire le moteur, la surface de voile et la longueur de flottaison qui est un facteur de vitesse. Puis on met également ce qui freine les bateaux, c'est-à-dire la largeur, le poids. Donc les architectes vont jouer entre ces paramètres pour dessiner le bateau qui va le plus vite possible dans la limite de cette formule. Il y a aussi des critères qu'il faut remplir pour participer à cette parade, notamment il faut que le bateau soit en bois, relativement ancien également. Quels sont justement ces critères? Vous les avez décrits, c'est donc des jauges qui ont navigué sur le lac depuis 1892, puisque c'est la plus ancienne jauge encore représentée, et des bateaux de construction classique en bois. Les bateaux donc rien à voir avec celui que l'on voit derrière nous actuellement. Non. Tous des voiliers. Finalement, vous avez un coup de cœur parmi tous ces bateaux qu'on a pu voir, que vous avez pu voir? Mon bateau. Mon bateau naviguait dans la parade. Non, il y a vraiment des bateaux très anciens et qui ont été restaurés de manière plus ou moins réussi, ou en tout cas selon mes critères. Je dirais un des bateaux les plus intéressants de cette parade, c'est le 8 mètres Typhoon qui a été construit en 1911 et qui a gagné les Jeux Olympiques à Stockholm en 1912. Et c'est exceptionnel que ce bateau soit... Il a été restauré par le chantier naval de Corsier-Port d'une manière quasi parfaite. Des bateaux impressionnants, des navigateurs aussi impressionnants, certains noms. J'ai entendu qu'il y avait par exemple l'inventeur du parapente, c'est possible? Je ne sais pas si c'est l'inventeur du parapente, mais effectivement, Édouard Kessy, qui est un regatier acharné de la région morgienne, navigue avec son ami Philippe Dur, autre champion hors classe, je dirais, du Léman, mais de la voile universelle, puisqu'il a gagné de nombreux championnats du monde un peu partout, dans différentes séries. Et ces gens viennent avec, entre autres, un 6 mètres J magnifique, et régate avec beaucoup d'acharnement, mais surtout pour profiter du plaisir d'avoir un beau bateau et de naviguer avec. Une édition en tout cas très réussie. Rendez-vous donc dans 2 ans pour la prochaine. J'espère bien, avec plaisir. Du 13 au 22 août, le phare s'est transformé en fabrique des arts du vivant. C'est l'heure du bilan avec sa directrice, Véronique Ferrero de Lacoste. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. 10 jours de festival et de fêtes, beaucoup lutter contre vent et marée, vous avez dû. Quel bilan est-ce que vous en faites ? Alors, ce premier temps fort de la Fabrique des Arts Vivants s'achève extrêmement bien. Et nous sommes surtout ravis de la tentative dont il est question. Puisque je crois que cet été, cette période du mois d'août, était pour nous la première étape de cette fabrique, ce commun singulier 1, où nous explorions des formats, des temporalités assez différentes de celles à laquelle nous avions préparé le public jusqu'alors, c'est-à-dire plus des spectacles en salle, par exemple. Plus de spectacles en salle, on parle de réelle transformation. Le phare s'est mué. Qu'est-ce que vous avez changé ? Alors, ce qu'on a surtout changé, c'est que toutes les propositions artistiques
ont eu lieu, comme je l'ai dit, à l'extérieur, dans la rue, dans une forêt, dans un parc, au bord du lac. Donc ça, déjà, une chose. Bien sûr, on le faisait déjà au phare, mais maintenant, cette édition a été uniquement avec des propositions comme ça. Et la grande transformation, c'est justement de ne plus réunir un groupe de personnes importantes dans un lieu clos, mais plutôt de petits groupes de spectateurs pour des expériences souvent beaucoup plus longues que celles de la durée d'une performance habituelle. Par exemple, un trajet en minibus dans la région, plutôt qu'une proposition qui s'inscrivait sur 5 jours comme une forme d'école nomade. Voilà, toutes sortes de formats qui permettaient d'autres types d'expériences et qui souvent allaient au-delà d'assister à quelque chose, mais bien plus de prendre part à une expérience artistique. Cette idée qu'en fait, la créativité proposée par les artistes s'infiltre, nous embarque, et cela à travers des projets de longue durée. Donc par exemple une journée entière de marche depuis la Cure jusqu'au bois de Genolier. Puis là, on retrouvait un autre groupe de spectateurs qui était venu à pied depuis Nyon et un troisième groupe venu en train pour ceux qui ne pouvaient pas marcher. Mais une proposition artistique qui dure une journée entière, qui n'est pas une randonnée. Voilà justement, des images d'un parcours. Qu'est-ce que c'était exactement ? Alors ça, par exemple, c'était une proposition de Laurent Pichot dans ce tour en minibus dans la région qui jouait entre réel et fiction, c'est-à-dire qui mettait ensemble des moments du paysage ou de l'action spontanée, enfin naturelle, qu'on pouvait rencontrer, découvrir, redécouvrir dans la région, avec des actions performées comme celles qu'on a vues là avec ces danseurs. Je sais qu'on vous a souvent reproché d'être élitiste, parfois même un peu obscur. Est-ce que vous comprenez cette critique ou vous essayez de vous en détacher ? Est-ce que vous la comprenez ? Alors, je ne veux même pas la comprendre ou m'en éloigner. Je pense que, tout d'abord, qu'est-ce que l'élitisme ? L'élitisme, ce serait de s'adresser à une élite, mais de quelle élite parlons-nous ? Première question. Et surtout, je pense que, comme on le dit, comme me l'a dit quelqu'un récemment, comme on dit aux enfants qu'il faut toujours goûter avant de savoir si on aime ou si on n'aime pas, je dirais simplement à tous ceux qui ne sont encore pas venus au phare de venir goûter. Et maintenant que vous avez goûté à cette édition particulière, qu'est-ce que vous souhaitez garder de cette édition, Véronique ? Eh bien, je souhaite garder cet véritable ralentissement dans lequel on est rentré. Je pense que le phare a entamé une transition qu'on peut comparer à celle de la transition écologique de laquelle beaucoup de monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire ralentir, produire autrement, des artistes qui ne viennent plus qu'en train, et plus en avion, à moins qu'ils soient très très éloignés, des artistes qui restent longtemps ici, qui rencontrent le territoire, qui rencontrent les habitants, une dimension de local à tous les sens du terme, pas seulement les fournisseurs locaux avec lesquels nous travaillons. Je me permets de vous couper, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un sentiment d'urgence ? On sait que les artistes sont dans le besoin, ils ont besoin d'être sur scène, tant financièrement que ce besoin viscéral. Donc, comment ralentir pour ces artistes ? Parce qu'en fait, je pense que le métier doit changer, comme beaucoup de métiers. Et c'est une réflexion qu'on a entamée au phare qui est très, très intéressante, qu'on partage avec les artistes, bien sûr. On n'est plus dans une forme de métier où on fait appel à un artiste qui vient, qui fait une performance, un spectacle pendant 2 jours et qui repart. Et qui, en amont, a travaillé pendant plusieurs semaines à la création d'une pièce. Je pense qu'on doit essayer de trouver une façon de travailler avec des artistes au long cours, en lien avec la société, sous différents types de formats. Prochain rendez-vous donc de ces rendez-vous, parce que c'est une suite, c'était pendant la période du festival, mais il y aura une suite. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir et quand ? Alors, le Commun Singulier 1 s'est achevé avant-hier, et puis le prochain Commun Singulier, le 2, aura lieu début novembre. Ensuite, fin novembre, un numéro 3 qui sera le phare à la Chaux-de-Fonds, donc aussi avec cette idée maintenant qu'on se déploie sur un territoire de Suisse romande. Et encore un Commun Singulier 4 en décembre. Ça, c'est ce qui est programmé pour le moment. Et puis la suite, on verra avec ce qu'on peut faire sur le printemps. Si on parle justement de cet avenir un peu incertain, à l'avenir, est-ce qu'on pourrait imaginer que le phare garde cette mouture du festival ou pas ?
Aujourd'hui, on ne veut pas le décider. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans une énorme inconnue et encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur le futur et sur ce que la vie nous réserve. Donc, on s'est donné plutôt comme mot d'ordre écoute, être à l'écoute du monde dans lequel on vit et faire avec les informations qu'il nous donne. Véronique Ferrero de Lacoste, directrice du Phare, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de ce journal du lundi 24 août. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain à cette même place.